Kevin Charras, bonjour. Kevin Charras, vous êtes docteur en psychologie environnementale et vous travaillez à la Fondation Médéric Alzheimer, Voilà. où vous vous occupez du pôle d'intervention psychosociale et du centre de formation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Et à côté de lui, Marc Mitou. Bonjour. Paysagiste depuis 30 ans. Voilà 30 ans. Et avec un concept de jardin thérapeutique qu'il réalise et dont il nous parlera. Voilà, je passe la parole tout de suite à Kevin Charras. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être venus, merci de m'avoir invité pour faire cette présentation. C'est une présentation que j'ai faite en association avec Véronique Lollier, qui est paysagiste des PLG, qui enseigne à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Moi-même étant psychologue, j'ai préféré m'associer à quelqu'un qui était dans le domaine pour éviter de dire trop de bêtises. Donc notre objectif, comme le titre le montre juste avant, c'était vraiment d'essayer de comprendre les jardins thérapeutiques et quelle action ils pouvaient avoir pour les établissements de santé qui accueillent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des personnes âgées ou voire d'autres types de pathologies. Donc on va apporter un regard un peu clinique sur les jardins et essayer de comprendre un peu à travers une revue de la littérature scientifique ce que ça peut nous apporter. Tout d'abord, il y a les dimensions thérapeutiques qui est souvent questionnée. Quand on travaille sur les jardins, quand on travaille avec des paysagistes et quand on travaille aussi avec des cliniciens. Cette question thérapeutique, elle est très rapidement questionnée dans le sens où on observe différentes dimensions des jardins et qui ne sont pas nécessairement dans une intention de guérir les personnes. Pour preuve, j'ai posté il n'y a pas très longtemps un article sur LinkedIn et il y a eu une série de commentaires sur cet article-là. Et un premier commentaire qui a été « oui au jardin, qu'il soit thérapeutique ou non ». Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les différentes dimensions qui ressortent des commentaires sont d'une part l'impact sur la qualité de vie des personnes, le plaisir qui peut découler d'avoir un jardin, et qui repose essentiellement finalement sur la relation que l'individu va avoir avec son environnement et qui aura nécessairement un impact sur la santé de la personne. On va avoir aussi un impact au niveau de la dimension organisationnelle où finalement c'est aussi un support pour les équipes pour réfléchir, pour mener une réflexion de groupe sur comment accompagner les personnes à travers un outil qui est celui du jardin. On va avoir aussi une dimension conceptuelle sur toute la question des usages du jardin. Quelles sont les activités qu'on va mettre en œuvre dans ce jardin-là? Quels sont les différents usages qu'on va avoir dans ces jardins-là? Et bien sûr, une dimension plutôt sensorielle et cognitive, je l'appellerais comme ça, où on se rend compte finalement que le jardin, c'est aussi là pour solliciter les sens, les émotions, l'intellect de la personne. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à travers les âges, on a beaucoup utilisé le jardin comme un outil d'accompagnement en psychiatrie, tout du moins. Dès l'Égypte antique, où en fait on associe les éléments naturels avec les dieux, on va se servir des jardins pour soigner la dépression. Et la dépression, ça a été pas un mal du siècle, mais c'était un mal pendant 2 millénaires au moins, parce que c'était une maladie qu'on n'arrivait pas à guérir, jusqu'à ce qu'on inscrive finalement le millepertuis à la pharmacopée au XIXe siècle. Vraiment, la dépression était la maladie mentale majeure qu'on souhaitait guérir. En fait, ensuite, on se rend compte, j'ai sauté beaucoup d'étapes, là je passe de l'Égypte antique au XVIIe siècle, où on a les premiers aliénistes, qui sont les psychiatres de l'époque, qui font un certain nombre d'observations. Notamment le fait de laisser les personnes, enfin de déchaîner les aliénés, c'est-à-dire qu'en gros de les laisser libres de leur mouvement, où on se rend compte qu'ils cherchent moins, le fait de les laisser libres finalement, ils cherchent moins à s'échapper des lieux dans lesquels ils sont. Il y a un autre psychiatre, Tenon, qui observe qu'une des femmes agitées dont il s'occupe, qu'il a oublié toute une nuit dehors, alors qu'elle était très agitée, une nuit d'hiver, il la récupère le lendemain beaucoup moins agitée. Frigorifiée, certes, mais beaucoup moins agitée. Et là, il commence à élaborer une théorie sur l'aération de l'esprit. Il ne faut pas oublier qu'on est 3 siècles en arrière, donc les observations peuvent paraître aujourd'hui un peu simplistes, mais elles sont du domaine de la science à l'époque.
On va associer ensuite les activités physiques avec la vue de l'eau. Et surtout, il y a un tournant dans les jardins, c'est la mise en place de thérapie occupationnelle. En d'autres termes, impliquer les usagers dans des activités telles que le jardinage, telles que les cultures, pour plusieurs raisons. Pour une raison tout simplement de réintégration dans la société, pour une raison aussi toute simple, c'est que les hôpitaux psychiatriques de l'époque sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas de subvention de l'État, donc ils doivent faire leur propre culture pour pouvoir s'alimenter eux-mêmes. Et au lieu de faire venir des paysans, d'acheter des paysans, finalement ils se rendent compte que de mettre au travail les personnes qui sont internées, c'est plus pratique d'une part, que ça leur fait du bien aussi, mais en même temps on observe un certain nombre de dérives, d'exploitation de ces personnes-là. Quand on regarde maintenant au XXe siècle, et je vous dis, j'ai sauté quelques étapes quand même dans l'historique, quand on regarde maintenant au XXe siècle, en fait, on se rend compte qu'au niveau des hôpitaux, au moins, et des établissements de santé, il y a vraiment un focus qui est fait sur tout ce qui est technique médicale, technologie d'imagerie, l'hygiénisme d'une manière générale. Et peu à peu, dans la programmation et la planification architecturale de ces établissements de santé, on voit disparaître complètement les jardins. Les jardins, et ça, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les maisons de retraite, où en fait, encore aujourd'hui dans les maisons de retraite, quand on travaille sur les jardins, on se rend compte que dans la planification architecturale, c'est un petit peu la variable d'ajustement. C'est-à-dire que si on a un peu trop dépensé pour la maison, pour la construction de l'établissement, et ben finalement, on va ponctionner un petit peu sur le jardin. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que le jardin n'en devient finalement qu'à sa plus simple expression, avec un petit peu de pelouse et un ou deux arbres, sans conception, sans structuration particulière. Et en fait, il y a un chercheur qui le pointe de façon assez juste et qui dit finalement, au XXe siècle, les jardins sont de plus en plus considérés comme des erreurs architecturales, notamment au niveau des établissements de santé. Mais il y a un tournant quand même dans les années 80, où il y a un chercheur en psychologie qui observe que dans un établissement de santé, donc dans un hôpital où on faisait de la chirurgie, les personnes qui venaient juste d'avoir une intervention chirurgicale et qui avaient une vue sur le jardin avaient un temps de convalescence significativement moins élevé que les personnes qui avaient une vue sur les murs de l'hôpital. Et c'est de là où est née la réflexion sur le possible impact restaurateur de la nature. En gros, comment est-ce que la nature peut nous faire du bien, comment est-ce qu'elle peut nous aider aussi à nous guérir nous-mêmes. Alors bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle nature. Il s'agit d'une nature qui est plutôt maîtrisée, maîtrisable, dans laquelle on va avoir un certain esthétisme, dans lequel on va penser aux usages qu'on va avoir dedans. C'est clair que si vous mettez quelqu'un dans la jungle, alors c'est sûr, c'est de la très belle nature, mais là on va plutôt avoir des comportements de survie, des comportements de territorialité, pardonnez-moi, des comportements plutôt archaïques qui vont émerger des personnes. Donc du coup, on sera plus dans la fuite ou l'attaque. Donc il s'agit bien vraiment de jardins maîtrisés dans lesquels on réfléchit aux différents usages qu'on peut avoir dedans. Maintenant, quand on regarde un peu la littérature scientifique par rapport à la maladie d'Alzheimer, puisque c'est ma spécialité, je me suis surtout centré sur cette pathologie-là, on se rend compte que les jardins ont quand même un impact sur un certain nombre de troubles chez ces personnes-là. Des troubles du comportement, notamment sur l'agression, l'agitation de ces personnes-là, sur leur qualité de vie d'une manière générale, sur la cognition, de par l'oxygénation, de par les activités physiques et intellectuelles qu'ils vont avoir dans le jardin, un impact sur la mémoire avec des réminiscences, tous les souvenirs qu'ils vont avoir, que vont procurer le jardin, un impact sur la sensorialité, tous les sens qui sont actionnés par le jardin, que ce soit le goût, les odeurs, le toucher, sur la vie sociale des personnes. Un jardin, on n'y va pas que seul, on y va accompagné d'autres personnes. Sur le sommeil, de par l'apport en vitamine D qu'on peut avoir tout simplement du fait de sortir dehors. Et sur les repères spatio-temporels, là encore, juste par les saisons qui vont se dérouler, on va comprendre à quelle époque de l'année on se situe. Un grand problème, c'est que dans les maisons de retraite, ce qu'on observe, c'est qu'à peu près 80% des personnes qui y vivent ne mettent pas le nez dehors de l'année. Et on a cherché à comprendre pourquoi est-ce que finalement ces personnes-là ne fréquentent pas les jardins. Et quand on regarde, quand on fait nos propres observations, quand on regarde un peu la littérature sur le sujet, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de variables qui vont jouer sur le fait qu'une personne va sortir ou non. Et que le fait que les personnes ne sortent pas
a un impact direct aussi sur leur propre santé, notamment au niveau des rythmes veille-sommeil, ce qu'on appelle les rythmes nictéméraux, les comportements d'agression, les comportements d'agitation, de socialisation, voire même sur la dépression des personnes. En fait, on se rend compte que au niveau de l'accessibilité des jardins dans les maisons de retraite, il y en a relativement peu. En fait, on ne voit pas forcément les jardins des différents espaces de vie des lieux des établissements de santé, ce qui fait qu'on ne pense pas forcément aller dans le jardin. Quand on voit ces jardins-là des différents espaces de vie, une des premières choses dont on se rend compte, c'est que les portes sont souvent fermées et qu'on ne peut pas y accéder et qu'il faut attendre qu'un soignant vienne nous ouvrir la porte pour qu'on puisse sortir dans le jardin. Quand vous avez les maladies d'Alzheimer, vous imaginez bien, je réfléchis un instant, je vais sortir dans le jardin, j'essaie d'ouvrir la porte est fermée, je vais aller chercher un soignant, le temps que j'arrive au soignant, qu'est-ce que j'étais venu lui demander déjà ? Je ne m'en rappelle plus. Donc du coup, je ne vais pas sortir dans le jardin. Une autre chose, c'est que l'attractivité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, souvent les jardins sont réduits à leur plus simple appareil, c'est-à-dire un peu de pelouse, un petit morceau de pelouse avec un arbre ou deux, et puis ça s'arrête là. Ça donne pas envie aux gens de sortir, tout simplement. On a envie d'avoir plus de choses, on a envie que ce soit attractif, on a envie que ça sollicite un peu notre curiosité. Le sentiment de sécurité aussi des usagers, en sortant dehors. Quand vous avez une personne âgée qui veut sortir dehors, si elle n'a pas le sentiment que le terrain dans lequel elle va aller va être suffisamment sécure pour elle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chuter, qu'au cas où elle a un accident, que quelqu'un puisse venir la chercher, elle ne va pas oser forcément aller dans ce lieu-là. La sécurité aussi, tout simplement, le fait d'avoir des sols qui sont bien stabilisés, d'avoir des rampes, des bancs à plusieurs endroits, ce sont des choses qui vont aussi augmenter le fait que les personnes vont sortir. La réticence des professionnels qui ne veulent pas prendre la responsabilité en cas d'accident des usagers qui vont dans le jardin. Des plans de jardin, comme je disais encore tout à l'heure, qui sont un peu pensés a posteriori, puisque c'est les variables d'ajustement. Du coup, on y réfléchit tout à la fin, et que par conséquent, en fait, on se rend compte que les usages ne sont pas vraiment adaptés par rapport à ce qu'on voudrait y faire. La question de l'entretien des jardins aussi. Qu'est-ce qui va entretenir le jardin ? Ça, on n'y a pas pensé dans le plan de notre établissement. On n'a pas pensé à prendre un jardinier, on n'a pas pensé à faire un contrat avec des paysagistes pour venir entretenir le jardin. On a souvent des jardins qui sont seulement d'apparat, c'est-à-dire qui sont vraiment la vitrine de l'établissement, mais dans lequel il n'y a pas d'usage. Et donc, du coup, les gens n'y vont pas. Et enfin, on remarque une dernière dimension qui n'est pas des moindres non plus, qui est assez intéressante, c'est la négligence de la culture. C'est clair que quand vous vous retrouvez à Lille et quand vous met des palmiers, des dattiers, des choses comme ça dans votre jardin, ça ne correspond pas à la culture des habitants de Lille, surtout dans un milieu qui est rural. Là, au contraire, on va essayer de correspondre à ce qu'ils veulent, les types de jardins qu'ils ont observés, dans lesquels ils ont vécu toute leur vie. À travers, en fait, ces différentes revues de littérature qu'on a pu effectuer pour voir ces différentes dimensions, pour voir ces différents constats, on a pu faire ressortir 7 articles qui traitaient de modèles de conception paysagère pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. En fait, en regroupant ces différents modèles, on arrive à retrouver 6 dimensions qui sont relativement consensuelles. En fait, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est pas de faire un modèle de conception paysagère, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire un jardin, et ça, on l'a pu l'observer. C'est comme il n'y a pas qu'une seule manière de construire un établissement pour des personnes âgées ou pour d'autres personnes. Il y a plusieurs manières. Par contre, il y a des choses à respecter. Il y a un certain nombre de choses, pas forcément même à respecter, mais auxquelles il faut penser quand on conçoit le jardin. Et notamment un jardin dans un objectif de soins et d'accompagnement de personnes. Donc un premier objectif, c'est susciter l'intérêt des usagers pour aller dans le jardin et constituer un support pour l'accompagnement. Donc on a vraiment une dimension occupationnelle, la dimension de curiosité des usagers qu'on va chercher à comprendre. À chaque fois, en fait, on a vu relier ces dimensions-là à l'impact psychologique qu'on pouvait avoir. Donc une première dimension, c'est l'attractivité et la maîtrise des différents espaces extérieurs qui regroupent finalement la qualité d'usage, c'est-à-dire l'adéquation entre l'usage que l'on a souhaité du jardin et l'usage réel qu'on a du jardin, des environnements qui sont sécurisés, qui sont sécurisants, et on va avoir un impact sur la fréquentation des jardins, la qualité de vie des personnes, les nombres de chutes, les médications des personnes, des usagers qui vont aller dans ce jardin-là. Les usages sociaux, comment promouvoir les interactions et la communication entre les personnes dans le jardin, comment promouvoir aussi l'intimité. Souvent, c'est vrai qu'on dit, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il ne faut pas qu'il y ait de dead end, de cul-de-sac dans les jardins.
peut-être pas de cul-de-sac, mais c'est intéressant quand même d'avoir un petit lieu dans lequel on peut se retrancher. Et ce petit lieu, c'est pas forcément un siège comme on le voit ici, mais ça peut être un petit morceau de jardin qui nous permet d'être un petit peu à l'écart, qui nous permet de recevoir des personnes, une personne, ou même d'être tout seul dans cet endroit-là. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'être avec tout le monde dans un jardin. Là, on va clairement avoir des impacts sur le stress, la qualité de vie, la socialisation des personnes. La curiosité, c'est dont je vous parlais tout à l'heure. Comment solliciter de façon sensorielle, occupationnelle, spirituelle et culturelle. Donner des centres d'intérêt dans ce jardin-là. Là, ça, on va vraiment permettre aux personnes de s'apaiser, d'avoir un certain nombre d'interactions sociales, de pratiquer de l'exercice physique et d'avoir un certain nombre de souvenirs qui vont rejaillir à travers l'utilisation du jardin. Un défi toutefois, et là on va avoir 3 dimensions techniques, c'est de rendre accessibles ces jardins-là, physiquement mais aussi psychiquement. C'est-à-dire qu'on comprenne bien ce qui se déroule, ce qui se passe dans ce jardin-là. Et encore un autre point, c'est les faire perdurer l'esprit du jardin. Comment, dans le temps, on va réussir à garder le même esprit, en tout cas la même philosophie dans le jardin qu'on a souhaité mettre en œuvre. Donc 3 dimensions techniques, l'accessibilité et l'ergonomie, avec la fonctionnalité, le confort et l'accessibilité de ce jardin-là. Là encore, qui va avoir un impact sur les chutes, la médication, la fréquentation du jardin et les troubles du comportement. La composition du jardin, et là on parlait tout à l'heure de jardins qui ne sont pas familiers pour les personnes, que je vous donnais l'exemple de l'île avec des dattiers et des palmiers. Là on va essayer d'avoir une familiarité de ce jardin-là. Et on va parler de lisibilité, dans le sens où on comprend comment est structuré le jardin, qu'est-ce qui nous amène à avoir comme usage dans ce jardin-là. Et du coup ça va jouer sur la structuration. Là on va avoir comme impact des comportements qui seront plutôt... on va chercher à avoir un impact sur les comportements qui sont plutôt adaptés des personnes, des symptômes psychologiques et comportementaux, et aussi sur l'orientation des personnes dans le jardin et au niveau spatio-temporel. Enfin, la dernière dimension, qui est l'élément vivant, enfin la gestion végétale, où on va traiter de l'élément vivant et l'entretien et la maintenance du jardin. L'élément vivant dans le sens où on va essayer de réfléchir comment, avec la flore, on va pouvoir faire venir la faune locale. La faune, que ce soit la faune domestique ou la faune sauvage, ça peut être des chats, ça peut être des oiseaux, ça peut être des insectes. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et on se rend compte que dans l'impact restaurateur dont je vous parlais tout à l'heure de la nature, la dimension de vie est une dimension qui est très importante pour pouvoir faire en sorte que les personnes réacquièrent une certaine qualité de vie, qui puissent avoir une convalescence, en tout cas guérir un peu plus rapidement quand on peut guérir des maladies. Ça va avoir un impact aussi sur la qualité de vie et aussi forcément la fréquentation des jardins. Et c'est vrai que la maintenance et l'entretien des jardins, c'est souvent la dernière chose à laquelle on pense. Et c'est malheureusement, c'est cette dernière chose-là. Alors là, ça arrive à la dernière dimension que je présente, mais c'est pas forcément la dernière chose qu'on présente quand on travaille sur les jardins. Mais c'est vrai que l'entretien et la maintenance, c'est quelque chose d'important, de pouvoir savoir comment est-ce qu'on va mettre dans un budget d'un établissement le fait d'entretenir un jardin, sachant que tous les établissements n'ont pas forcément un budget qui est alloué à cette activité-là. Donc on a étudié ces différentes dimensions à travers un workshop que l'on est en train de mettre en place actuellement avec l'École nationale supérieure de paysage et qui nous a été en premier lieu commandé par la mairie de Versailles pour travailler sur un de leurs établissements. En fait, ce workshop, comment est-ce qu'il s'est déroulé? On a fait 2 jours un peu théoriques où on a fait des enseignements sur la maladie d'Alzheimer, sur le vieillissement, sur les personnes qui sont en maison de retraite. Et on n'est pas resté que au théorique. On leur a fait rencontrer les usagers pour savoir ce que les usagers voulaient dans la maison de retraite. Alors là, on était à Versailles. Il était clair, il a paru clair aux usagers, en tout cas de nous dire à nous, de nous faire comprendre qu'ils n'allaient pas commencer à jardiner, qu'ils n'allaient pas mettre les mains dans la terre, qu'ils étaient très contents de regarder les autres jardiner, qu'ils étaient très contents d'utiliser le jardin pour s'y promener, pour éventuellement s'y asseoir, mais il ne fallait pas compter sur eux pour faire un potager. Donc, suivant la population qu'on va avoir, on va avoir des populations rurales qui vont être plutôt enclines à faire des potagers, même des populations aussi urbaines, mais qui ne seront pas du même milieu. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien questionner ces différentes dimensions-là chez les différents usagers. Donc 2 jours d'exploration du site où on a été discuter avec les usagers, avec la ville, avec le quartier, avec les professionnels, avec la direction de l'établissement pour bien comprendre ce que tout le monde voulait de ce jardin-là. Et ensuite 3 jours où on fait de l'application des apprentissages sur le site. L'objectif, c'est de sortir avec plusieurs projets paysagers, donc on forme des groupes avec les étudiants,
avec les stagiaires, et on sort à la fin des 5 jours, et c'est un énorme boulot, on est un peu charrette, hein, comme le veut l'expression, ils étaient en train de répéter leur présentation dans le bus qui les emmenait jusqu'à la maison de retraite, et là on fait la présentation des plans devant l'ensemble des résidents, devant l'ensemble des professionnels, devant la ville, de telle manière à ce qu'ils puissent choisir un projet ou un autre. Ça veut pas de choisir un projet par rapport à un autre, ça ne veut pas dire que l'autre projet est mauvais, mais c'est juste dire qu'il y en a un qui leur plaît plus qu'un autre. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir sortir quelque chose de concret. Alors, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va monter ces workshops avec l'Union nationale, avec l'École nationale supérieure de paysage, et on va se centrer essentiellement sur des établissements qui sont 100% à l'aide sociale, c'est-à-dire des établissements qui n'ont pas les moyens de se payer un paysagiste, en tout cas pour faire son jardin. Ça, c'est histoire de ne pas avoir de concurrence déloyale par rapport à des paysagistes qui, je comprends effectivement, vous n'avez pas envie, donc vous avez du boulot quand même à avoir. Donc voilà, je pense qu'en 2018-2019, on aura probablement d'autres workshops qui vont se dérouler. Je vous invite à aller voir sur le site de l'École nationale supérieure de paysage et sur le site de la Fondation Médéric Alzheimer pour plus d'informations. On mettra les dates de ces workshops-là si ça vous intéresse. Merci de votre attention. Et je passe la parole du coup à Marc Mitouf. Merci. Tout est dit pratiquement, hein. Franchement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter après tout ça. Voilà, écoutez, enfin moi je vais parler un peu de mon expérience personnelle et différents jardins que j'ai réalisés un peu dans toute la France au niveau jardin d'essence. Parce que le jardin thérapeutique, j'aime pas trop parce qu'on ne guérit pas. Hein. J'insiste là-dessus. Pour moi, c'est la définition d'un jardin thérapeutique, parce qu'on parle thérapeutique, c'est diminuer la prise d'anxiolytiques. Hein, voilà, donc que les gens puissent se détendre dans le jardin. Alors, on vous a distribué un petit poème qui paraît complètement décalé, mais pas tant que ça, parce que ma grand-mère était poétesse. Et comme je fais de la formation, à chaque fois, je le fais lire un peu à tout le monde. Et c'est personnel. Et dedans, on a vraiment... il se passe plein de choses. Il se passe l'attente, la solitude, le vieillissement, la peur de vieillir. Et tout ça, il faut le prendre vraiment en compte quand on crée un jardin thérapeutique. Et c'est très bien qu'il y ait des jeunes, là, des écoles qui sont là, parce que c'est la relève. Et souvent, on passe à côté des grands-parents, parce que, voilà, moi, je sais que ma grand-mère, qui était vraiment peintre, poète, à la fin de sa vie, je n'allais pas la voir parce que dans les maisons de retraite, ça sentait mauvais, tout le monde était aligné devant une télé. Et donc, quand on a 16 ans, bon, il va pas. Et puis après, on regrette parce qu'elle a laissé quand même un capital extraordinaire. Et puis, on n'était pas là à la fin. Donc, réfléchissez là-dessus. Et c'est bien qu'il y ait des gens, justement, intéressés par ça. Alors, moi, ce qui me dérange un petit peu dans tout ça aussi, c'est que le jardin d'essence, c'est une mode, quoi. Je veux dire, ça devient une mode. Alors, moi, je suis adepte plutôt des jardins ouvriers où il y a un partage, il y a un échange. Et je voudrais vraiment que les gens qui pour la conception des jardins thérapeutiques soient dans la même optique, hein, d'un échange, d'un partage, et non pas de faire. Une fois, quelqu'un m'a dit, ce qui est bien dans le jardin, c'est pas un jardin pour hamster. Parce que souvent maintenant, c'est la course, c'est l'escalade à faire des accessoires, des choses extraordinaires que les personnes de 70 ans, 80 ans vont pouvoir faire un salto arrière, vont pouvoir marcher sur des pierres au milieu de l'eau. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, travaillez avec vos cœurs, travaillez simplement quand vous créez un jardin thérapeutique. Alors, jardin d'essence. Alors, moi, je suis arrivé sur ce sujet-là simplement parce que j'avais fait un jardin style anglais pour une dame et qui avait plusieurs maisons de retraite. Et elle m'avait mis devant le problème que les gens sont parqués, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors moi, je ne suis pas du métier, donc je suis entouré, j'ai rencontré des médecins coordinateurs, j'ai fait des plans, on a discuté, j'ai pris souvent le café avec ces gens-là. Quand je dis, ça peut être l'autisme aussi, hein. L'autisme, c'est pareil, hein, c'est à peu près les mêmes symptômes, où les personnes qui ont été opérées et qui ont besoin de retrouver l'essence. Le jardin, c'est pas simplement Alzheimer, hein, c'est ouvert à tout. Et donc j'ai créé un concept, j'ai rien inventé, j'ai mis des choses bout à bout, j'ai préféré travailler sur des petites surfaces. L'hôpital de Nancy a travaillé il y a de ça 20 ans déjà sur les jardins thérapeutiques, mais sur des grands espaces. Et on s'aperçoit que les gens en vieillissant sont à mobilité réduite.
et un parc ne leur parle pas. Donc je pense qu'on peut faire un jardin, comme ici, on pourrait faire très bien un jardin d'essence. Sur 80 mètres carrés, ça va être tout à fait efficace. Alors il faut que je change. Attendez, celle-là. Voilà. Donc mon concept, c'était sur un jardin rond, un peu sécurisant le ventre de la mer. C'est facile de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. Donc j'ai voulu à tout prix éviter les angles. Et donc, une autre particularité, c'est que je travaille, il y a un docteur qui s'appelle Jean Mias, pour ceux qui sont sportifs, c'était un grand rugbyman dans les années 70-80, et donc, qui s'est penché sur le langage des couleurs en Occident. Donc moi, je travaille avec des masses de couleurs. Je ne fais pas de patchwork de couleurs parce que la définition est beaucoup plus difficile. Un ensemble de couleurs, c'est plus percutant. Et en plus, on va souvent commencer le parcours par le rouge et le terminer en gros par le bleu. Je vais pas tout détailler parce qu'on n'a pas trop de temps. En plus, après, si vous discutez, que le débat soit ouvert. Et donc, tous les 3-4 mètres, il faut que dans ce petit jardin, il se passe quelque chose, que ce soit attractif. Parce que le jardin n'est pas fait pour les patients, mais pas que les patients. Et souvent, on oublie les accompagnants. C'est très dur de laisser quelqu'un dans une maison de retraite et voilà, et donc et les enfants aussi. Donc je mets aussi des petits oiseaux un peu partout qu'on peut transporter pour que les enfants puissent courir dans le jardin aussi et que ce soit un lieu familial. Donc, et pourquoi petit aussi, pourquoi pas des grandes surfaces? Il y a une autre raison aussi, c'est le fait que souvent le personnel est réduit, j'y reviendrai après dans les maisons de retraite, et c'est vrai que on va commencer souvent le jardin par rapport à une grande terrasse ou une baie, de façon à ce qu'une aide-soignante puisse surveiller au moins 4-5% de personnes qui déambulent dans ce jardin. C'est pour ça que j'aime aussi travailler sur les petites surfaces. Alors bien sûr, on fait attention aux plantes. C'est que les plantes, on peut tout prendre, tout manger, tout déchirer. Même certains sont arrachés aussi, c'est pas grave. Mais il faut éviter les plantes toxiques. Il faut éviter d'amener le muguet, par exemple, jour de fête et le 1er mai. Il faut éviter parce que c'est pas bon du tout. On peut s'empoisonner à forte dose. Bon, donc toutes les plantes, on fait attention à ce que ce soit des plantes vraiment qui ne sont pas toxiques. Ça c'est important aussi. Et je mets en début de terrasse aussi, je mets souvent, pour avoir le bruit de l'eau, une fontaine. Alors pareil, ce qui m'intéresse, c'est pas une fontaine qui coûte très très cher, c'est le bruit de l'eau qui m'intéresse. Donc dans tous ces jardins-là, il faut essayer les plantes associées sont toujours jolies, mais il faut d'abord se mettre dans la peau, on ne peut pas le faire, mais de la personne qui déambule et de la personne qui est en difficulté. L'esthétisme est important, mais c'est surtout les sensations de toucher, d'odorat et de bruit. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la fontaine, c'est le bruit de l'eau. Donc on peut avoir très bien une fontaine à 250 €, ça marche tout à fait. Et donc aussi, on alterne, on sécurise ce parcours. Alors moi, je suis adepte aussi des rambardes, mais alternées et pas continues. C'est-à-dire que tous les 3-4 mètres, pareil, on met une rambarde en alternance, de préférence ergonomique, un peu plus haute que la moyenne. On ne la met pas à 90, on la met à 110 hors sol. Ça permet éventuellement, avec un accompagnant, de faire quelques tractions, faire quelques étirements. Donc on peut aussi un peu s'en servir comme exercice. Donc ça c'est important. Et puis, alors je vais avancer un petit peu parce que ça avance pas tout seul. Hop, voilà. Alors oui, je vais revenir sur ce rideau, ça c'est curieux. Alors le rideau MeToo. Alors c'est fait avec trois bouts de bois et un rideau très kitsch. Vous savez, c'est dans le sud, c'est pour éviter les mouches de rentrer, voilà. Alors pourquoi ce rideau-là? Parce qu'on s'est aperçu que souvent sur un parcours, même les gens atteints de la maladie d'Alzheimer n'ont plus de sensation de droite ou gauche. Et souvent commencent un circuit et font demi-tour. Donc je me suis dit, en mettant ça en milieu de parcours, on va essayer, c'est l'expérience. On va voir si les personnes vont aller par curiosité jusqu'au rideau. Alors, il faut laisser un échappatoire à côté de façon que le rideau ne se transforme pas en mur et donc la personne puisse passer à côté. Si elle ne veut pas le traverser, c'est pas le problème. Et donc, alors on m'a dit souvent, oui, mais c'est quoi le retour? Parce que est-ce que ça marche pas? C'est toujours voilà, au niveau scientifique, on ne peut pas répondre à tout ça. Simplement, c'est au niveau sociologique, au niveau d'observation. J'avais mis ce dos dans un jardin et qui dérangeait une secrétaire de direction à l'étage de la résidence et qui l'a fait retirer.
Et on s'est aperçu, donc la psychologue m'a dit, on s'est aperçu que les personnes qui faisaient le tour du jardin arrêtaient de le faire, faisaient demi-tour, arrivaient à la moitié, une fois que le rideau a été retiré. Donc oui, c'est des choses comme ça qui, oui, on l'a remis, et les personnes recommençaient à faire le tour du jardin. Donc c'est voilà, donc c'est vraiment une expérience, c'est du vécu, donc ça c'est passionnant justement d'avoir du retour. Souvent dans les jardins des sens, on fait des jardins, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'observer. Il faudrait de toute façon une fiche par patient pour voir d'ailleurs les plus, les moins, voir s'ils sont plus sensibles au toucher, plus sensibles à l'odorat, plus sensibles au bruit. Donc ça se travaille aussi. Donc ça c'est un travail à faire constamment. Je vais revenir sur, on parlait de l'entretien des jardins. Bon, créer un jardin, c'est bien. Mais si vous apercevez que dans la maison de retraite, l'herbe fait 30 cm, que c'est pas entretenu, c'est pas la peine. C'est comme un outil, si on s'en sert pas, il rouille. Un jardin d'essence doit être vraiment très très bien entretenu. C'est un quart d'heure tous les jours. Et on s'aperçoit que le problème, c'est que justement, on fait des jardins et on repasse un mois après, même 2 mois, on s'aperçoit que c'est mal tondu, c'est pas désherbé, c'est pas voilà. Donc, quand vous faites un jardin, il faut toujours un référent au niveau ou d'hôpital, vraiment quelqu'un qui soit responsable vraiment du jardin. Et il ne faut pas attendre sur le bénévolat, il ne faut pas attendre sur les parents qui viendront désherber. Non. Il faut vraiment que ce soit une volonté de la direction. Si la direction n'est pas derrière vous et ne pousse pas à ce que le jardin soit bien entretenu, bien suivi, ça ne sert à rien de le faire. J'ai eu un an après, je suis passé dans des endroits où c'était ça à l'abandon. Ils avaient mis les moyens pour faire un jardin, ils l'avaient pas entretenu, le directeur était parti, il y avait un changement de direction, et après c'était une catastrophe, quoi. Donc là, si vraiment l'entretien est une chose vraiment, vraiment importante à prendre en considération. On va... Voilà, donc toujours l'accompagnement. Moi, ce que je reproche maintenant de plus en plus aussi, c'est que on voit les maisons de retraite fleurissent un peu partout. Les prix à la journée, c'est pas donné quand même. Et on a du mal à avoir assez de personnel et formé pour ça ou compétent pour accompagner les patients. Quand vous voyez qu'il y a une personne pour 10, pour surveiller 10 patients et une aide-soignante, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc pareil, il faut dans les centres hospitaliers, il faut vraiment, il faut aussi que les infirmières, les aides-soignantes intègrent que promener une personne âgée ça fait partie de leur travail. Hein. Elles ont souvent, on m'a souvent dit ça, elles n'osent pas trop le faire parce que les autres personnes qui sont à l'intérieur vont dire oui, mais elle est partie se promener. Non, elle se promène pas. Ça fait partie du travail. Donc ça, et c'est vrai, il faut assister maintenant pour qu'il y ait dans les formations des infirmières, des aides-soignantes, que l'accompagnement au sein du jardin thérapeutique, ça fait vraiment partie du métier. Hein. Donc être à l'écoute, bien sûr, ça fait partie des choses. Alors là, c'est le type de rambarde, j'aime bien cette main, cette rambarde un peu justement, une rambarde chaude en bois et ergonomique, voilà. Le mélange des mains aussi, faire du reportage. Alors oui, bien sûr, on peut faire un jardin thérapeutique, des sens, c'est pas simplement des pots surélevés et des bacs surélevés. Maintenant, c'est la mode, on trouve les bacs surélevés. Il faut savoir que la concentration de quelqu'un, même dans l'autisme, ça va être par exemple 15 secondes, 20 secondes au même endroit. Donc, il faut prendre tout ça en considération. Hein, c'est important. Voilà, c'est sur une terrasse avec. C'est bien aussi d'avoir à roulettes, des petites tables de rempotage ou des plantes où on peut sentir, voilà, ça c'est important. Et rappeler pareil. Donc vous voyez, c'est par pôle de couleur. Là c'est le pôle jaune. Le pôle jaune qui est plus adapté éventuellement à faire l'atelier peinture par exemple. Tout ce qui est lecture, on le fera plutôt dans un pôle blanc et gris. Hein. Le blanc tout seul, une couleur trop froide, donc on le marie avec le gris pour que ce soit plus doux. Mais tout ce qui est atelier peinture, on le mettra plutôt dans un cercle dans le jaune. Là, voilà, c'est des photos prises sur l'instant. Une dame, voilà, qui vient s'en tirer des plantes. Voilà, ça c'est
Voilà, c'est la nature découverte, c'est pas cher du tout et ça marche très bien. Les petits oiseaux, des petites grenouilles, ça fait réagir. Alors il faut les changer souvent parce qu'elles sont souvent cassées, mais ça fait partie du jeu. Et des fois, vous allez avoir un patient un peu colérique qui va casser des pots. Ben, ça fait rien, on remplace les pots. Hein. Donc voilà, donc tout ça, c'est un budget à prendre en compte aussi quand on fait un jardin thérapeutique. Et surtout au niveau de la direction, il faut qu'ils sachent que bon, il faut remplacer régulièrement les petits oiseaux. Même l'hiver, ben, ça permet de les repeindre hein, parce que ça part vite au bout d'une saison. Donc c'est aussi un atelier, parce qu'un jardin n'est efficace aussi que s'il sert l'hiver, comme on parlait des plantes et des arbustes. Moi j'adore les petits les malus Everest, on va les mettre près de la baie, parce que après les oiseaux viennent devant la baie et quand il fait froid, les personnes âgées ne sortent pas, mais ils verront les merles et on mettra de la graisse, on mettra aussi des graines, mais des nichoirs, donc toujours devant la terrasse, on mettra aussi, je parle du malus Everest parce qu'il est connu, et donc ça reste longtemps en plus, et c'est un nid à oiseaux. Voilà, la petite fontaine, vous voyez, c'est le bruit d'eau qui est intéressant. Ça, c'est une fontaine qui coûte, pareil, 350 €. Hein, mais le bruit est intéressant. Pareil aussi, encore une autre anecdote après celle du rideau. J'étais repassé dans une maison de retraite où j'ai vu une fontaine comme ça. Pour pas ce même type-là. À chaque fois, je m'apercevais qu'elle était débranchée. Ben, elle était débranchée par des soignantes parce qu'elles prenaient leur café dehors sa terrasse, ça faisait trop de bruit. Bon, il faut savoir qu'en vieillissant, ben, on devient un petit peu sourd aussi. Donc, ce qui nous dérange quand on a 25, 30 ans, c'est trop fort. Arrivé à 70, 80, 90, ça nous dérange beaucoup moins. Donc, vous voyez, c'est encore un problème de perception. Vous voyez, entre les générations et entre une aide-soignante ne devrait pas avoir un comportement comme ça de débrancher parce que ça la dérange. Parce que ça dérange elle, mais c'est à peine audible pour d'autres. Voilà, donc ça fait partie, vous voyez, de tout un travail de fond à faire vraiment avec l'entourage et avec et puis faire de la formation, c'est évident, c'est évident. Voilà, et puis ça c'est bon, le livre que j'ai fait avec Jean-Marc Barroso, un ami, voilà, on a fait un livre sur les jardins thérapeutiques. Hein. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions maintenant, nous sommes là pour y répondre. Merci. Qui se lance pour les questions ? Bonjour. Vous parlez beaucoup d'expériences dans les maisons de retraite ou hôpitaux. Est-ce qu'il y a des cas d'exemple sur des jardins plus publics ou autres en gestion collective ? Alors, oui, très certainement. Après, j'ai pas été moi m'y intéresser de plus près. Oui, il y a déjà d'autres pathologies qui sont touchées. Et M. Mintou parlait des personnes avec autisme, où effectivement il y a des études qui ont été faites sur l'impact des jardins sur les personnes avec autisme, sur d'autres types de pathologies, sur la convalescence de manière générale, sur les personnes qui sont douloureuses. Donc oui, il y a d'autres études là-dessus qu'on peut aller chercher, qu'on peut trouver si vous allez sur Google Scholar et que vous tapez jardin, etc. Et sur les jardins publics, il y en a aussi, mais alors là on est plus dans le domaine de l'urbanisme. Thérapeutique publique, je ne connais pas. Alors, thérapeutique publique, on a fait des expériences en Bretagne sur là-dessus, sur une maison de retraite ouverte au public et ouverte aux écoliers, aux enfants. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut qu'il y ait des heures d'ouverture. Et si c'est toujours ouvert, si on fait ça dans un jardin public, par exemple, on y avait pensé, on aurait carrément ouvert, c'est saccagé. Donc vraiment faire une étude, faire un jardin public et un mélange aussi de génération, pas fait simplement pour les gens qui sont malades, c'est compliqué. Il y a un problème de surveillance et un problème de voilà. Et curieusement, c'est vrai que faire les jeunes de la maternelle avec les personnes âgées, on a essayé aussi, ça va être compliqué aussi. Il faut que ce soit géré. J'y réfléchissais justement avec les personnes avec autisme, ce qu'ils avaient réussi à faire, une municipalité. Ce qu'elle avait réussi à faire, c'est faire en sorte que le jardin
de l'école pour les personnes avec autisme donne sur le jardin, un des jardins municipaux. Et ce qui fait qu'en fait, les personnes avec autisme pouvaient aller au-delà de leur propre jardin et intégrer le jardin municipal, ce qui les poussait finalement à avoir un peu plus de contact social. Maintenant, on ne laissait pas venir les personnes du jardin municipal dans le jardin des personnes avec autisme, parce que là, voilà, il pouvait y avoir des problèmes par rapport à ça. Il y a eu aussi une expérience à Saint-Germain-en-Laye, une crèche à l'intérieur de la maison de retraite, donc fermée. Et donc les enfants jouent, et autour, les patients peuvent manger, enfin autour, voilà, mais c'est fermé. Mais voilà, donc c'est un essai aussi qui je trouve ça intéressant. Voilà. Bonjour, Emmanuel Coulon du lycée de Brive, la Gaillarde. Une question à M. Charras. Vous avez montré des photos d'un jardin que les étudiants qui sont ici connaissent, puisqu'il est de Brive-la-Gaillarde, ce jardin. Sur les possible. Ouais, voilà. Et effectivement, l'an dernier, on est allé faire le diagnostic paysager de ceci, parce que c'est une classe de BTS aménagement paysager. Et malheureusement, il est symptomatique d'une très belle esthétique, d'une très belle conception et d'une très 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 mauvaise transmission à l'équipe, mais même une transmission catastrophique, on va dire. C'est en haut à gauche, c'est le mobilier là qu'on peut voir, et puis celle d'avant, il y en a plusieurs. Et là, pour le coup, on a des apprentis concepteurs qui se sont lancés dans le jardin thérapeutique en faisant effectivement un nombre d'erreurs incalculables, quoi. La porcelaine pour des personnes la porcelaine, c'est formidable, c'est esthétique, mais c'est une catastrophe parce que personne n'a envie, à un certain âge, de planter des pensées ou des géraniums dans de la porcelaine. C'est un non-sens. Ça, c'était la petite parenthèse sur effectivement la nécessité de la part des paysagistes aussi de transmettre l'outil qu'ils ont créé, parce que là derrière, et ça c'est une des catastrophes nationales, hein, c'est que malheureusement il n'y a pas de jardinier dans la fonction publique hospitalière, ça n'existe plus, hein, il y a des agents polyvalents, et les quelques derniers ils disparaissent un par un. À Brive c'est le cas, il en restait 2, c'est fini. Malheureusement. Donc là, qu'est-ce qui est fait au national pour dire non, il faut que dans la fonction publique hospitalière, il y ait un grade de jardinier, parce que ça, c'est effectivement, on court à des dépenses phénoménales pour rien, et même pour décevoir. Les personnels qu'on a rencontrés avec les étudiants, ils étaient désolés. Ils sont partis d'un 13e étage d'un hôpital, ils ont créé un service en pleine terre avec une promesse de jardin qui n'a pas été tenue. Le jardin, il était magnifique, il est plutôt assez joli, hein, une jolie palette végétale, mais il ne fonctionne pas. Le seul truc qui fonctionne, c'est quand les papis mamies, ils vont chez Brico Verdé récupérer des pensées et puis bricoler avec. Ils s'approprient le jardin en fait, quoi. Voilà, ouais. Mais ça coûte 45 centimes d'euros à peu près, et pas. Donc là, il y a nécessité, avant de se payer des jardins, de se payer un jardinier, quoi. Donc là, il faut que tous ensemble, on se batte pour qu'il y ait un travail là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, je trouve ça très bien ce que vous dites, que ça coûte 45 centimes d'euros, c'est absolument génial. Si on peut le faire à 45 centimes d'euros, allons-y. Le truc, ce que je ressors de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il faut écouter les personnes avec lesquelles on va travailler. C'est pour ça que c'est pas seulement les usagers, mais c'est aussi l'équipe qui doit dire ce qu'elle veut, ce qu'elle va faire. Et c'est un engagement de l'équipe. C'est-à-dire que si on commence à mettre en place un jardin avec un potager, etc., si le potager ne vit pas, s'il est en friche, il ne va pas donner envie. Un potager en friche, il donne tout sauf envie d'aller dans le jardin. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement important. Après, alors, pour les photos, je suis désolé, c'est pas moi qui les ai choisies, mais c'est partie du... où très certainement, il y a des choses à retirer, à retirer comme information. Et la porcelaine, c'est un très bon exemple. Je pense que effectivement, c'est un non-sens de planter des fleurs dans la porcelaine. On voit plutôt ça dans des pots en terre. Ça peut être esthétique, mais ça ne vient pas à leur esprit. Après, je pense que voilà, c'est vraiment l'interaction avec les usagers, avec les professionnels, qui va permettre de mener à bien le projet, de faire en sorte qu'il soit exploitable ensuite et qu'il fonctionne. Après, il n'y a pas besoin d'une perfection non plus. Je pense qu'il faut sortir de ça. Non, mais pour terminer, c'est tout à fait ce
C'est tout à fait ce que je disais, c'est que s'il n'y a pas de gens formés, il ne faut pas faire le jardin, quoi. Voilà. Et on voit bien, ce sont les jardins qui ont été mal conçus, où tout le monde n'est pas d'accord à 100%, ça ne fonctionne pas. Et voilà, ça je suis totalement d'accord. Et ça, l'exemple du jardin qui est... Mais moi-même, j'ai créé des jardins et un an après, j'arrive et je suis déçu, où il y a des doges de 50 cm, c'est une catastrophe, quoi. Mais ça, on est bien d'accord. Ça, c'est bien sûr, bien sûr. Et sur la bibliographie, donc, moi je ne connaissais pas votre bouquin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en librairie. Cette année, il y a un super bouquin. Il n'est pas sorti en librairie. D'accord, il va sortir. Non, même pas, parce que personne n'a voulu de mon livre, il était trop spécialisé. L'édition Ulmer n'ont pas voulu, parce que je ne suis pas assez connu. Donc j'ai tout financé. Donc on peut l'avoir, mais il marche bien quand même, hein, et donc on peut l'avoir sur mon site. On peut l'avoir. Alors là j'en ai 5 et en fin de compte j'ai fait l'erreur parce que c'est très lourd. Alors si vous en voulez, je vais vous en acheter un. Tu l'as joué au salon avec les 5. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis éditeur, j'ai tout, voilà, voilà. Pour parler d'un concurrent à vous, Jérôme Pellissier, non, il ne doit pas être là. Il y a un super bouquin qui est sorti cette année qui s's'appelle Hortithérapie et jardin thérapeutique. Et il est juste super. Parce que c'est un thérapeute, mais en même temps, il y a toute une approche de concepteur. Il est vraiment... Je sais ce qu'il fait, c'est très bien, et c'est complémentaire complètement. Oui, voilà. Mais complètement. Parce que moi, c'est vraiment un concept de petit jardin que j'ai fait. Hein. Enfin, si vous avez l'occasion, on pourra en reparler après, mais voilà.